Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie de l'épisode Obtenir son prêt à coup sûr. On va faire toutes les étapes pas à pas que vous allez devoir affronter à partir du moment où vous avez déposé votre dossier chez le banquier. On abordera aussi plein de petits conseils sur les modulations de prêt, sur les différés d'amortissement ou des petites stratégies qui peuvent être utilisées pour faire passer son dossier quand il peut être un peu compliqué. Juste avant de lancer l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur les différentes plateformes d'écoute et à nous laisser 5 étoiles si c'est pas déjà fait, je vous en remercie. Et abonnez-vous à votre compte Instagram. Allez, tout de suite l'épisode et juste avant, jingle. Bon, du coup, comment est-ce qu'on peut être séduisant pour le banquier pour qu'il te dise oui, du coup? On a un peu parlé du taux d'endettement, mais enfin, on considère que c'est un prérequis, n'y allez pas si vous avez éclaté déjà votre taux d'endettement. Oui. Mais alors, qu'est-ce que le banquier, il aime Alors, le banquier, il aime la fidélité. C'est quand même quelque chose qui est assez mis en avant par les banquiers et les services crédits. Quand vous êtes client pendant longtemps dans une banque, normalement, c'est quand même un intérêt pour se faire prêter, même si ça dépend des périodes. En réalité, on aurait été 1 an et demi en arrière. Être longtemps client dans une banque, ça comptait pas beaucoup parce qu'en fait, les banques étaient tellement à la recherche de nouveaux clients qu'elles avaient tendance à mieux traiter les nouveaux clients que les anciens. Ça, c'était vrai il y a 1 an et demi quand on avait des taux à 1. Maintenant qu'on a des taux à 4 et que les banques finalement ne sont plus à la recherche de nouveaux clients, mais que par contre elles veulent préserver les clients qu'elles ont acquis, elles ont tendance à mieux valoriser leurs clients anciens que les nouveaux. Et dans ce cas-là, avoir été client depuis longtemps d'une banque et avoir tous vos comptes chez elle, c'est plutôt un avantage. Donc là, quand on a une période de taux élevé, quand vous avez un projet immobilier, demandez d'abord à votre banque. Enfin, de manière générale, demandez toujours à votre banque qu'elle puisse vous financer. Petite anecdote, du coup, pour l'opération de Bergerac, en fait, on a eu le prêt dans ma banque d'origine qui n'est pas du tout à Montpellier, mais mes parents qui n'aiment pas dans notre région. Mes parents sont clients de cette banque depuis 30 ans, je pense. Et en fait, du coup, c'est comme ça qu'ils nous ont suivis parce qu'en fait, je sais pas comment on aurait fait en fait, sinon à qui on aurait demandé. On avait essuyé 2 refus, je crois. Oui. On n'a pas tant demandé que ça parce qu'on a vite eu le oui, mais moi j'étais prêt à faire 10 banques s'il fallait, mais finalement on avait fait quoi? On avait fait 3 et on avait fait 4, on a eu 2 refus, un où fallait voir, j'avais pas un oui mais j'avais un peut-être, et après la banque de tes parents effectivement qui a pu nous suivre. Bon, il s'en est suivi quand même une négociation parce que parce qu'il faut négocier quand même un petit peu. C'est ça. Sinon, et justement, tu disais comment être sexy. On a dû, toi, t'as rapatrié tes comptes là-bas alors que tu les avais mis dans une autre banque. Moi, j'ai accepté d'ouvrir un compte chez eux que je vais faire fonctionner. On va remettre un peu d'épargne. Voilà, ça, c'est comment vous mettez le banquier dans votre poche et que vous faites en sorte d'être sexy pour le banquier. C'est de mettre les contreparties. Ça, vraiment, les banques, faut bien savoir qu'en fait, elles ne peuvent pas vous le rendre obligatoire. Ça s'appelle de la vente forcée et même les banques sont très contrôlées sur le fait de ne pas avoir le droit de forcer des clients qui prendraient un crédit immobilier à prendre d'autres services de la banque, mais les banques ne font pas que des prêts immobiliers, elles font surtout du placement et également elles vont faire de l'assurance, voire parfois de l'immobilier ou d'autres services, et elles aiment bien que leurs clients prennent plusieurs items avec leur crédit, surtout que, je termine là-dessus, au niveau des conseillers, en fait forcément les conseillers dans des banques, ils vont avoir des objectifs qui sont chiffrés et ces chiffres sont souvent un peu bête. C'est-à-dire qu'on va par exemple demander à un conseiller bancaire de faire 30 assurances vie dans l'année. Bon, on lui demande pas de faire 30 assurances vie à 100 000 euros, on lui demande de faire 30 assurances vie même à 50 euros. Donc vous, quand vous faites un crédit immobilier dans une banque, si le banquier vous propose une assurance vie, vous cassez pas la tête à mettre toute votre épargne dessus, il n'y a pas besoin. Vous ouvrez le contrat, vous mettez le minimum, en général ça va de 50 à 1000 euros à peu près pour la plupart des assurances vie proposées par les banques. Ça fera plaisir au banquier parce que ça fera ses chiffres et il aura l'impression que il a eu raison de vous faire confiance, et probablement que si vous avez une autre opération à faire après, il vous suivra aussi. D'ailleurs, moi, elle me l'a pas demandé, mais du coup, j'ai proposé de moi-même d'ouvrir un PEA chez elle. Voilà, vu que je sais que bientôt il y aura d'autres opérations. C'est ça. Et puis on fera bientôt. Je la brosse dans le sens. On fera bientôt un épisode sur le portefeuille à dividendes, et ça sera l'occasion qu'on le mette en application dans ton PEA. Comme ça, en plus, on proposera quelque chose et en plus on pourra faire une démonstration dans le temps directement avec le tien. Donc c'est bien. Ouais.
Donc voilà, c'est un petit peu les conseils à avoir. Par contre, si vous prenez un engagement auprès d'une banque, faites-le. En réalité, oui, vous pouvez très bien dire à la banque, bon, mais très bien, vous me faites le crédit, je ramène mes comptes, j'ouvre une assurance vie, je prends l'assurance voiture, machin, et derrière vous ne faites rien. C'est théoriquement possible et légal, la banque pourra rien vous reprocher, mais par contre voilà, le lien commercial est fini. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas ouf et derrière la banque, vous pourrez plus jamais aller la voir. Donc jouez quand même le jeu, surtout qu'avoir un banquier qui vous suit sur des opérations, même si bon, il vous finance peut-être une résidence principale ou un investissement locatif, vous aurez probablement besoin de le revoir. Avoir des bonnes relations avec son banquier, c'est vraiment un game changer, surtout quand vous voulez quitter le Boomerang. Même si vous n'avez pas spécialement la fibre immobilière et que vous êtes plutôt dans l'optique de faire des placements, etc. Bien vous entendre avec votre banquier, ça pourra vraiment vous aider dans pas mal de situations. Par exemple, on peut prendre j'ai d'autres exemples en tête, mais si vous avez mis beaucoup d'argent sur des comptes en ligne style Trade Republic ou IG Bourse, etc., et que vous, à un moment donné, vous devez rapatrier un gros virement dans la banque où vous êtes, peut-être que si ça vient d'un IBAN étranger, vous pourrez avoir des problèmes avec la banque qui va contrôler votre virement, etc. Si vous entendez bien avec votre banquier qui vous connaît, il validera votre virement, vous n'entendrez même pas parler. Donc voilà, ça c'est d'autres exemples. Moi, il y a pas très longtemps, j'ai justement un exemple avec un client qui est salarié en Côte d'Ivoire. On reçoit régulièrement des virements de là-bas, et il faut savoir que c'est des pays qui sont quand même classés à risque d'un point de vue des flux financiers, et à chaque fois il y a des contrôles. Et le fait que le client on le connaisse, etc., on arrive à faire valider les virements. Si c'est un client qu'on n'avait jamais vu, qu'on connaissait pas, peut-être même qu'on refuserait le virement et ça repartirait dans l'autre sens, quoi. Donc voilà, c'est important d'avoir des bonnes relations avec son banquier, et surtout quand vous voulez avoir un prêt immobilier. On en parlait aussi, ça j'en ai reparlé dans l'épisode précédent et dans les premiers épisodes, mais soyez sympa avec les gens, particulièrement avec votre banquier. Les dossiers, c'est compliqué. Là, on peut repartir un peu sur combien de temps prend un dossier immobilier. Moi, j'ai tendance à dire à mes clients que ça dure 3 mois. Oui, alors c'est dans ta banque, parce qu'effectivement, oui, ma banque est vraiment particulièrement pas bonne sur les délais. Galéré sur la tienne. Là, on a mis 6 mois sur. Et là, on a mis quoi, 1 mois, je crois. Là, on a mis 1 mois. On va dire entre 1 mois et 3 mois. Si vous êtes dans une banque efficace qui va vite, c'est 1 mois. Si vous êtes dans une banque où ça met du temps, c'est 3 mois. Et pourquoi c'est important de le savoir, c'est que vous allez pas comprendre pourquoi ça met autant de temps. C'est-à-dire que même vous voyez votre banquier, le lendemain, vous lui envoyez tous les éléments, il vous dit bon, c'est bien, j'ai bien tout reçu, et puis vous avez plus de nouvelles pendant 3 semaines. En fait, c'est normal. C'est pas dire que la personne elle a pas travaillé, c'est juste que ça va passer devant un service, l'autre service. N'oubliez pas que dans les banques, les salariés, ils ont 10 semaines de congés payés par an. Donc il y a de fortes pariers qu'il y ait des congés entre les différentes personnes, les protagonistes qui vont mettre le nez dans votre dossier. Donc ça explique en partie pourquoi ça met autant de temps, sachant aussi qu'il y a parfois juste des services qui ont du retard. Moi, je me souviens que les services des éditions de prêt, à une période, ils avaient jusqu'à 3 semaines et demie de retard. Donc ça veut dire que on était arrivé au bout de toutes les étapes, on avait l'accord de prêt, on devait faire éditer le dossier, ils avaient 3 semaines et demie de retard à nous mettre. Donc le problème, c'est que tu pouvais demander une priorisation, mais tout le monde faisait ça, donc même ta priorisation, ça n'avait plus aucun sens. D'ailleurs, du coup, je voulais revenir, par exemple, on a des très bons potes à nous qui ont fait, je pense, une quinzaine de banques là pour leur prêt IMO. C'est à peu près ça. Ouais. Ils ont essuyé énormément de refus, sauf une banque qui a pu finalement les suivre. On vous donnera le hack du coup, parce que c'est pas super bête ce qu'ils ont fait en vrai, c'était plutôt smart. Oui, c'était en fait la logique. Eux, ils avaient un investissement locatif. Ah, tu voulais les... Oui, tu me laisses pas finir mon histoire. Excuse-moi, je te laisse finir. Je te laisse finir. Vas-y, je te laisse raconter. Et pour dire que ça peut prendre du temps et que des fois, c'est pas forcément... même si vous avez été bien avec le banquier, etc., il n'est pas toujours décisionnaire. Par exemple, du coup, notre pote nous disait qu'à chaque fois, les interlocuteurs qu'il avait, le conseiller qu'il avait étaient super chauds pour le projet. Et en fait, à chaque fois, c'était toujours en haut que ça bloquait. Et du coup, ça prenait énormément de temps à ce qu'il ait une réponse. Et à chaque fois, c'était un non. Et au final, il s'est pas découragé. Et là, vas-y, donne la solution. Du coup, comment est-ce qu'il s'en est dépêtré ? En fait, le point qui est un petit peu noir sur son dossier, c'est qu'il était locataire de sa résidence principale et qu'il faisait un investissement locatif. Et c'est vrai que les banques, elles aiment bien que vous soyez propriétaire de votre résidence principale pour investir, même si c'est pas logique d'un point de vue, comme on en parlait, des taux d'endettement, etc. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est valorisé. Et en fait, il a simplement dit que dans son investissement locatif, en l'espèce, c'est un immeuble, il allait en même temps habiter dans un des appartements et que du coup, c'était un mix des deux. Bon, le conseiller bancaire a un peu compris la stratégie, mais c'est là où justement, comme je vous disais, de bien vous entendre, ça peut vraiment vous changer complètement des dossiers. Parce qu'il a été conciliant. Il a été conciliant, il a rien dit, il a monté le dossier comme ça en appuyant, et c'est passé. Du coup, il va pouvoir avoir son financement. Donc, c'est bien, ça nous fait en même temps ces petites anecdotes, le rebond sur comment se fait de A à Z un dossier de financement quand on va voir la banque. En fait, vous allez voir votre banquier.
D'abord, vous allez le voir forcément avec une signature de compromis. Si vous n'avez pas signé le compromis, ça sert quasiment à rien d'aller le voir, ou à minima, il faut que vous ayez le projet d'acte. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas encore passé chez le notaire, vous n'avez pas la signature, votre notaire vous a peut-être envoyé le projet qui est pas encore signé, mais vous avez déjà toutes les clauses et toutes les informations. Avec ça, vous pouvez déjà aller le voir. Une fois que vous l'avez vu, vous lui expliquez votre projet, et lors du rendez-vous, vous venez déjà avec tous les éléments, donc vos justificatifs de revenus, donc vos bulletins de paie, les 3 derniers, votre contrat de travail si vous êtes salarié depuis moins d'1 an, vos 2 derniers avis d'imposition, votre déclaration des revenus fonciers ou des revenus locatifs si vous en avez déjà. Si vous avez des SCI, vous venez avec les statuts de vos SCI, les CABIS, les liasses fiscales. Alors oui, ça fait beaucoup de dossiers, mais c'est simple, c'est pour vraiment que vous veniez avec un truc complet et que la banque se dise ok, lui, il sait de quoi il parle. Si vous avez des comptes dans d'autres banques, vous venez avec les 3 derniers relevés de tous vos comptes. Si vous avez déjà des prêts immobiliers, vous venez avec les tableaux d'amortissement. Et si vous êtes déjà propriétaire de biens immobiliers, vous venez avec les dernières taxes foncières pour prouver que vous êtes bien propriétaire. Donc ça fait beaucoup de papier. Mais si vous venez déjà avec tout ça, en fait, quand vous venez devant le banquier, il fait ça c'est un super client qui est efficace, qui va savoir bien m'envoyer les papiers, et déjà il va vous accueillir sur une vibe positive et bien vous écouter quand vous allez lui expliquer votre projet. Pour avoir tous les deux des métiers dans l'administratif, c'est très difficile de travailler avec des gens qui sont pas rigoureux là-dessus ou qui sont pas très organisés. Forcez-vous à être organisé, prenez du temps pour préparer les choses à l'avance, parce que vraiment ça donnera une meilleure image de vous. Moi, quand je vois que les papiers sont bien faits, que tout est fait à l'heure, qu'on n'attend pas 2 semaines pour avoir les éléments, en vrai c'est quand même beaucoup plus agréable et ça met ça met le banquier dans de bonnes conditions. C'est ça, oui. Effectivement. Et comme ça, il va bien écouter ce que vous avez à dire quand vous allez lui présenter le projet. Donc, une fois que vous avez présenté le projet, qu'il a pris les chiffres, donc il sait, par exemple, si on va prendre le cas d'investissement locatif, il sait combien vous achetez, est-ce qu'il y a des travaux, combien vous allez avoir de revenus fonciers estimatifs. Ça, c'est aussi important. Si vous faites un projet immobilier, vous devez venir avec les devis si vous faites des travaux, et si vous allez mettre en location, vous devez venir avec une attestation de l'agence immobilière de combien vous allez pouvoir le louer. Mais même si vous le savez à vue de nez et que le banquier le sait aussi, c'est un petit document qui s'ajoute dans le dossier et que les banques aiment bien avoir. Donc une fois que vous êtes venu avec tout ça et que le banquier a tous ces chiffres, lui va devoir monter votre dossier sous forme d'un rapport, en fait, tout simplement, qu'il va faire auprès de son service des crédits. Là, il y a 2 solutions. Soit au niveau de la délégation, ça va être par exemple dans son directeur d'agence, donc là ça va pouvoir aller très vite, probablement qu'en 15 jours il va vous avoir la réponse. Soit ça va devoir aller chez ce qu'on appelle les experts crédits, qui sont des salariés des back-office de la banque qui vont étudier le dossier et vérifier les risques. C'était ce qui est arrivé à nos amis justement, c'est que à chaque fois ça se passait bien quand ils présentaient le dossier au conseiller, et à chaque fois que ça partait chez les experts crédits, vu qu'on est dans une période compliquée pour avoir des prêts, les experts crédits retoquaient le dossier. Donc chez les experts crédits, ça va durer plusieurs semaines, parce qu'en général il y a des allers-retours, c'est-à-dire que l'expert crédit va le regarder le dossier, va poser des questions, va le renvoyer au conseiller, le conseiller va répondre, peut-être qu'il manque des papiers, et une fois que l'expert crédit aura la réponse à toutes ces questions, ils vont donner un avis, donc accord ou refus, sachant que parfois accord, ils peuvent par exemple baisser un peu le montant du prêt qui était demandé, ou alors refus, ils peuvent proposer une solution secondaire ou une autre méthode de financement. C'est rare, hein, mais bon, voilà, la plupart du temps vous allez avoir accord ou refus. Je reviens parce que nous, par exemple, c'était dans la délégation du directeur d'agence. Ça change quelque chose ou pas du coup sur ça ? Oui, justement, c'est pour ça que ça a été très vite. Ah oui, voilà. Et tu sais pourquoi ça a été très vite ? Non. Parce que tu étais cliente. Ah oui. On n'aurait pas été client, on lui aurait demandé, c'est-à-dire qu'on était classé prospect pour la banque. À mon avis, on n'était pas dans la délégation du directeur d'agence. D'accord. Ça marche souvent comme ça, les banques. Non, soyez gentil. Tu vois, parce qu'on est banquier. Soyez gentil avec votre banquier d'il y a 30 ans. Non, mais ça, c'est vraiment pour expliquer comment c'est très administratif et hiérarchisé. Une banque, vous êtes client, très souvent, vous allez dans la délégation du directeur d'agence, ça peut aller très vite. Soit vous ne l'êtes pas, vous êtes prospect, et la plupart du temps, ça va devoir monter aux experts crédits. Et sachant que quand vous allez devant les experts crédits, c'est souvent beaucoup plus compliqué, parce que si vous voulez, quand ça va devant le directeur d'agence, on peut plus facilement habiller la mariée, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, on peut, il y a un document dont on a besoin, on s'abroge le fait de devoir le mettre au dossier. Il y avait des revenus, on peut les estimer d'une manière qui est un peu plus favorable aux clients, parce que parfois il y a plusieurs méthodes de calcul sur les revenus. Ça, c'est des choses qu'on peut faire quand on est dans la délégation du directeur d'agence et que votre conseiller vous aime bien et qu'il veut vraiment faire passer votre dossier. Quand vous allez devant les experts crédits, eux, ils font ça toute la journée, ils sont très
prêt contrôlé, vraiment leur but c'est que on soit parfaitement dans les clous. Donc eux ne vont vous laisser aucun atout, surtout que l'expert crédit vous connaît pas, vous n'avez pas de relation avec lui, vous ne le verrez jamais, vous ne l'aurez jamais au téléphone. Donc c'est vraiment quelqu'un qui étudie froidement votre dossier. Et c'est pour ça que parfois c'est plus compliqué, que souvent les refus on les a devant les experts crédits. Je vais peut-être continuer pour terminer le dossier. Oui, vas-y. Donc, une fois que l'expert crédit s'est prononcé ou que le directeur d'agence a donné son accord, vous allez recevoir votre conseiller qui va vous contacter, qui va vous dire qu'il a eu l'accord pour votre prêt. Et à partir de là, il lance l'édition des offres de prêt. Donc là, il va rester des petites étapes administratives. En général, il va falloir signer les papiers précontractuels. Vous allez devoir remplir le questionnaire de santé pour votre assurance emprunteur. Donc ça, c'est l'assurance qui vient couvrir le prêt. Ça couvre la banque, en fait, dans le cas où vous mourrez. C'est-à-dire que si vous mourrez, votre prêt est remboursé par l'assurance et ça permet que la banque en fait elle se retrouve pas à devoir vendre le bien avec vos héritiers, etc. C'est pour ça que les banques demandent quasiment, moi je fais 95% de mes dossiers avec une assurance emprunteur. On ment où il faut être vachement honnête sur le questionnaire de santé pour l'assurance. Faut plutôt être honnête parce que c'est quand même une assurance. Donc en fait, si vous mentez, en fait vous exposez tout simplement à ce que si un jour vous avez un sinistre, donc un décès, une invalidité, ils peuvent le remettre en cause. Ils peuvent le remettre en cause si vous aviez menti sur un élément qui était essentiel à la connaissance de l'assureur. Parce qu'en fait, si jamais vous avez déjà un pépin de santé et que vous le renseignez sur le questionnaire, en fait simplement l'assureur va potentiellement augmenter le montant de votre cotisation mensuelle. Sachant qu'il faut bien voir les assurances emprunteurs quand vous êtes jeune, par exemple quand vous êtes moins de 30 ans, moins de 25 ans, vous payez quasiment rien. C'est-à-dire que nous, on a des prêts, qui font 300 000 euros. Comme on a moins de 20 ans, on paye quoi ? On paye 12 euros par mois d'assurance. Le même prêt de 300 000 euros, si on avait 55 ans, sans problème de santé, je parle, 55 ans sans problème de santé, on paye, au lieu de payer 12 euros, on paierait 70. Ça, c'est quand tu es assuré à 100% ou... Parce que je sais que, par exemple, sur des prêts qu'on a en commun, je suis moins que toi. C'est ça. En fait, là encore, c'est important, c'est que si vous empruntez avec quelqu'un, il y a une notion de quotité d'assurance. C'est-à-dire que la banque, par exemple, vous achetez à deux, vous achetez une maison avec votre conjoint, la banque peut demander que vous ayez chacun 100% de quotité d'assurance. Donc en fait, si l'un des deux meurt, 100% du prêt est remboursé. Ou alors vous pouvez être à 50-50. Par exemple, s'il y en a un des deux qui meurt, il n'y a que 50% du prêt qui est remboursé. Ou alors vous pouvez être à 75-75. S'il y en a un qui meurt, il n'y a que 75% du prêt qui est assuré. Et ça dépend de ce que vous négociez avec la banque. Moi, la plupart du temps sur mes dossiers, je fais du 50-50 avec souvent parce que comme c'est des clients qui ont déjà du patrimoine, s'il y en a un des deux qui meurt, en général, comme c'est des clients qui sont clients banque privée, c'est souvent comme ça qu'on procède. En général, avec des clients plus grand public qui n'ont pas de patrimoine, on va souvent demander 100% monsieur, madame. Mais forcément, ça rajoute un petit coût. Parce que si vous êtes à 50-50, vous payez 2 fois moins que si vous êtes à 100 et 100. Et quand est-ce que c'est pertinent de moduler ? Parce que je sais qu'on est à 100% sur certains biens, mais il y a des fois, du coup, toi, t'es plus que moi. Enfin, je suis à 50 et ça, t'es c'est à 100. la banque qui le demande. Et ça, c'était particulier parce que comme on l'a fait dans la banque où je travaillais, c'était des règles pour que les salariés doivent être assurés à 100%. C'est pour ça qu'on a parfois des différences là-dessus. Mais effectivement, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des dossiers. Par exemple, monsieur avait 90% des revenus et madame 10% dans le foyer. On a assuré monsieur à 100% et madame à 20%. Parce qu'en fait, si monsieur meurt, en fait, madame, elle peut plus juste payer le crédit, donc il fallait absolument qu'il soit remboursé. Par contre, si madame meurt, en fait, monsieur, il gagnera, ça va rien changer à ce qu'il gagnera tous les mois parce que, madame, elle gagnait quasiment rien par rapport à ce que lui gagne. Donc, tu vois. J'aurais eu tendance à faire l'inverse, du coup. C'est bête, comme réflexion. Oui, parce que si madame, elle a très peu de revenus et que les mensualités de prêt, c'est 5 fois ce qu'elle gagne, si monsieur meurt, elle fait comment pour rembourser le prêt ? Il n'est pas remboursé d'un coup. Mais si, justement, c'est ce que je t'expliquais, monsieur était assuré à 100 et madame à 20. Ah oui, ok, c'est bon, dans ce sens-là, ok, c'est bon. C'est pour ça que c'est logique. C'est bon. Donc voilà, et ça sera une des dernières étapes que vous ferez, donc c'est l'assurance emprunteur, et ensuite ça va partir aux éditions des offres de prêt que vous allez recevoir soit en signature électronique si votre banque est moderne, soit en signature papier que vous allez recevoir par la poste. Et nous on les a reçus à la poste après, c'est un peu particulier parce que nous c'était une SCI, donc c'est différent. Donc voilà, donc ça c'est le cas simple quand vous allez demander, vous avez toutes les étapes qui vont amener à la signature des offres de prêt. On va peut-être faire une petite aparté sur les SCI. Oui. Donc les SCI, on a déjà fait un épisode là-dessus qu'on vous invite fortement à écouter. On parlait surtout fiscalité là-bas. Voilà. On avait parlé rapidement financement, mais pas énorme. Les SCI, ce qui est surtout important, ce qui va changer, je vous avais parlé du HCSF tout à l'heure. Au niveau du taux d'emprunt, c'est-à-dire qu'en SCI, ça ne comptera pas. Si vous faites un investissement locatif, ça comptera en revanche si vous faites un investissement de résidence principale. Mais sachez que... il se base quand même sur tes revenus à toi.
Oui, mais je veux dire, on ne sera pas plafonné à un tiers des revenus. C'est ça toute la nuance. Ah, on peut emprunter, faire 1 million d'emprunts, s'ils sont chauds. Exactement. Okay. En fait, on retourne dans les anciennes règles, il n'y a plus cette notion de l'État et de la Banque de France qui vient limiter le... Game changer, du coup. Et oui, mais c'est pour ça que la SCI, c'est un outil qui est hyper intéressant pour les investisseurs. Après, j'avais parlé rapidement de la SCI pour votre résidence principale, je vous le conseille pas. Il y a quelques cas de transmission très particuliers que vous pouvez utiliser. C'est des cas qui se font même quasiment plus d'un point de vue fiscal, hein, j'entends. C'est des choses qui sont retoquées automatiquement maintenant. Peut-être avant, ça se faisait un peu plus. Dans des logiques de transmission, ça peut encore avoir du sens. Uniquement de transmission, hein. Je parle pas d'optimisation de sa propre fiscalité. Quand tu fais un pack du treuil ou un truc comme ça? Non, même pas. C'est par exemple quand tu veux démembrer ta résidence principale pour donner une partie aux enfants, c'est plus simple de le faire à l'intérieur d'une SCI que le faire uniquement en indivision. Voilà, c'est le seul cas. La plupart du temps, quand vous allez faire une SCI, ça sera pour faire un investissement locatif. Et là, pour le coup, vraiment, c'est intéressant parce que si vous aviez un taux d'endettement qui était limité en nom propre et que la banque vous avait dit, malheureusement, on peut pas parce que peut-être vous êtes à 40-45% de taux d'endettement, on peut pas vous suivre. Vous le faites en SCI, il y a de grandes chances qu'elle vous dise oui. Si encore une fois, vous avez des revenus qui sont réguliers tous les mois et que votre investissement est cohérent par rapport aux critères de la banque. Pour la SCI, du coup, on passe en prêt professionnel. On n'est plus un prêt particulier. Oui, après, ça fait une différence ou pas? Ça dépend quand même des banques et des politiques crédit. Okay. Effectivement, la plupart des banques vont le classer en prêt professionnel, mais certaines banques peuvent encore le classer en prêt particulier. Ça, c'est encore différent. Faut différencier l'étude et la manière dont la banque va classer son prêt particulier ou professionnel. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle là-dessus. C'est la banque elle-même qui décide de mettre différentes catégories de prêts. Ok. Donc tu recommandes de plus la SCI? Je recommande effectivement plus la SCI. Déjà, comme on avait parlé notamment... fiscalement, vous faites pas avoir. En vrai, c'est quand même très intéressant. Quand on emprunte, que ce soit avec son frère, sa sœur, son conjoint, un ami, un associé de business qu'on a pu rencontrer, etc. La SCI, c'est quand même vachement mieux que d'investir en nom propre. En termes de fiscalité, d'organisation sociale de la SCI, etc. C'est très intéressant. Et en plus, pour la banque, ça va grandement faciliter les choses. Parce que imaginez que vous achetiez en indivision avec votre frère, là, typiquement pour la banque, vous êtes dans des cas qui sont pas logiques. J'ai une petite question. Quand du coup on fait un prêt, tu peux expliquer la différence entre l'hypothèque, les types de garanties. Ouais, parce que du coup, nous, en fait, la banquière s'est trompée. Bon, on lui en tient pas rigueur, mais son erreur nous rajoute quand même. C'était pas cette erreur-là qu'elle avait faite. En fait. Ah non, pardon, pour moi, c'est l'organisme de cautionnement. L'organisme de cautionnement s'est trompé, a dit non. Bon, elle s'est trompée en passant. Mais c'était sur la durée, c'est sur autre chose. Ok, et du coup, en fait, on a eu un refus pour le cautionnement, il me semble. Et du coup, on doit refaire l'apport. Du petit différentiel. Voilà. Tu peux expliquer tout ça parce que c'est vrai que c'est un peu confus. Alors en termes de garantie, quand vous allez faire un prêt immobilier, la banque va automatiquement demander une garantie. Honnêtement, moi j'ai peut-être fait un prêt immobilier sans garantie. Quand vous faites des prêts, par exemple de véhicules ou de travaux, là la banque elle peut vous faire des prêts sans garantie, mais sur l'immobilier, la banque demande quasiment automatiquement une garantie. Vous avez 3 types de garanties. Vous avez la garantie de l'organisme de cautionnement. Donc ça, en général, toutes les banques en ont un. Donc ils ont leur petit truc maison. Donc en gros, c'est donc l'organisme de cautionnement, c'est tout simplement la banque qui a une propre assurance maison en fait, qui va assurer votre prêt. Et c'est simple, si jamais vous ne pouvez pas rembourser, votre banque sera remboursée par son assurance de vos montants de votre prêt, et c'est l'organisme de cautionnement qui va lui-même faire les démarches pour aller vendre votre bien ou faire les poursuites contre vous pour être payé. Donc ça, c'est pour ça que les banques, elles adorent les organismes de cautionnement parce que vraiment pour elles, ça les protège. Ça peut paraître un peu antinomique parce que vous, la banque, l'assurance, vous voyez pas trop la différence, mais en fait souvent les banques, c'est des groupes bancaires. Vous avez plusieurs filiales. Et en général, la filiale, donc la banque de proximité qui vous fait le prêt, c'est pas la même société que la société d'assurance de cautionnement qui, elle, est à l'échelle du groupe. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'en général, il faut pas oublier que comme toute société, moi par exemple, je suis dans une banque régionale, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les problèmes qu'on va gérer à l'échelle de la région. Donc c'est pour ça que l'organisme de cautionnement du groupe, si lui, il a des pertes sur des remboursements de prêts, c'est son problème. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est que nous, nos propres prêts régionaux soient couverts
couvert par l'organisme de cautionnement. Donc c'est pour ça qu'en général les banques vont préférer ce type de garantie. Le deuxième type de garantie plus classique, c'est une hypothèque. Sachant qu'il y a deux types d'hypothèques, il y a l'hypothèque spéciale de rang 1 et l'hypothèque classique. Ça va être mis chez notaire, ça coûte plus cher. C'est pour ça que nous, dans notre cas, on doit faire un apport complémentaire parce que en général, l'hypothèque va être un peu plus chère que l'organisme de cautionnement. Pourquoi ? C'est simplement des histoires de coûts parce qu'en fait, quand vous faites une hypothèque, elle est publiée par votre notaire et vous allez repayer des droits d'enregistrement et ça rajoute un coût qui est parfois non négligeable parce que nous, par exemple, dans notre cas, l'hypothèque, elle coûte 4 500 € à peu près sur le dossier. Donc ça coûte 1% du projet à peu près. Donc c'est pour ça que c'est pas négligeable et que l'hypothèque, en général, on essaie de faire autrement. Ensuite, vous avez le nantissement. Le nantissement. Donc ça, c'est le dernier cas. Elle nous l'avait proposé, ça, je crois. Oui, mais bon, vous pouvez pas le faire pour la totalité, donc ça n'avait pas grand intérêt. En fait, le nantissement, c'est quand vous allez mettre en garantie ce qu'on appelle un bien meuble. Donc ça va être soit des parts de SCI, par exemple, ou des parts de société, ou une somme d'argent. Plus classiquement, pour un prêt immobilier, dans la majorité des cas, on va prendre une somme d'argent qui sera par exemple placée dans une assurance vie ou sur un compte à terme ou sur un PEA qui va venir garantir le paiement du prêt. Quand tu nantis, c'est sur des sous que tu as déjà ou c'est des sous qui vont être retirés du prêt qui te... non, c'est sur des sous que tu as déjà. Okay, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui peut se permettre. En fait, le nantissement, c'est quand tu avais l'argent pour acheter le bien cash et que tu as décidé de faire un prêt. Pourquoi ? Parce que si par exemple tu achètes à 4% et que tu arrives à placer l'argent à 6%, en fait tu vas gagner 2% entre les deux. Okay. C'est dans cette logique-là. Okay. Mais sachant que tu ne vas pas pouvoir récupérer ton argent qui est nanti tant que ton prêt ne sera pas remboursé. Et si tu vends, il se passe quoi ? Ça finit, ça clôture. Ah oui, si tu vends, à ce moment-là, le nantissement est levé, tu peux récupérer tes fonds. Par contre, l'avantage du nantissement, c'est que ça coûte rien. Enfin, tu vas avoir des frais de dossier, genre 30 €, tu vois. Mais par rapport aux 4 500 € de l'hypothèque, les 30 € du nantissement, c'est quand même vachement moins cher. Donc ça a des avantages de faire un nantissement, mais il faut déjà avoir du cash pour pouvoir faire ce type de garantie. Okay. Sachant que là encore, on peut augmenter les garanties et imaginez, là on parle d'une hypothèque d'un bien sur lequel tu achètes, mais on peut imaginer aussi une hypothèque d'un bien tiers. Donc par exemple, tu étais déjà propriétaire d'une maison sur laquelle il n'y avait plus de prêt et tu prends cette maison-là en garantie plutôt que le bien immobilier que tu vas acheter. Ça, c'est possible. Donc ça veut dire comme dans les films, si tu fais défaut sur ton prêt, ils vont aller chercher ta maison. C'est ça. C'est ça. Et ça peut aussi marcher. Par exemple, je sais pas moi, tu as un oncle qui a 300 000 € sur une assurance vie, tu veux acheter un appartement de 100 000, tu peux demander à ton oncle qui nantisse pour toi son assurance vie de 300 000 pour acheter ton appart de 100 000. Ça, c'est faisable aussi. Okay. Donc des fois, on peut aller chercher un tiers pour garantir. Ça se fait moins souvent. Faut dire que dans 80% des dossiers de crédit que vous allez faire, la garantie qui va être prise, c'est soit l'organisation de cautionnement que j'avais parlé en premier, soit l'hypothèque. Il y a des limites du coup à ces garanties-là. On peut pas venir nous dire Marie-Julien, vous avez trop de garanties ou trop de cautionnement pour une seule personne. Non, ça, il y a pas de limite. Après, si vous avez des limites sur les organismes de cautionnement, alors j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est 1,5 million par organisme de cautionnement et c'est par banque. Donc on vous conseille déjà de faire plusieurs banques. Et puis bon, avant de les atteindre, 1,5 million, vous avez... On vous le souhaite. Ouais, on vous le souhaite vraiment. Et je pense qu'à ce moment-là, vous aurez d'autres problèmes à gérer que uniquement vous dire que vous devez plutôt faire une hypothèque. Également, ça c'est quand vous achetez en SCI, la plupart du temps la banque va automatiquement demander le cautionnement solidaire et personnel des associés. Donc c'est-à-dire que votre SCI elle a une personnalité morale qui est propre, elle contracte un prêt auprès d'une banque et vous en tant qu'associé de la SCI, vous êtes caution de votre SCI parce que si le prêt n'est pas remboursé, en fait en théorie la banque c'est pas contre vous qu'elle fera un procès, c'est contre la SCI. Et en tant qu'associé, vous portez caution pour qu'elle puisse venir vous chercher vous directement. Ça paraît logique. Des fois, moi, j'ai des clients qui se battent encore pour ne pas être caution de leur SCI. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que si... Intrinsèquement, c'est déjà le cas, donc... Oui, non, mais intrinsèquement, c'est le cas, sauf qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle le bénéfice de division et le bénéfice de discussion. Bon, ça, c'est un peu technique, mais en gros, effectivement, une SCI, les associés sont solidaires des dettes de la SCI, mais uniquement après qu'il y ait eu un procès. Et en plus, en tant qu'associé, on peut demander de diviser la dette entre le nombre d'associés. Donc ce que demande la banque, c'est simplement qu'elle puisse directement aller chercher l'associé et qu'elle n'ait pas à diviser la dette entre le nombre d'associés. Elle peut aller chercher monsieur A ou madame A directement pour 100% de la dette. C'est ça en fait que la caution personnelle et solidaire qui est prise.
Et c'est surtout que moi, quand j'ai un client qui veut pas se porter caution personnelle et solidaire de sa société, je lui dis... Ouais, mais c'est un manque de logique, du coup, de pas se porter... Non, c'est pas un manque de logique, c'est pour essayer de se protéger un petit peu. Mais moi, ce que je dis à l'emprunteur, c'est que en tant que banque, pourquoi est-ce qu'on vous prêterait de l'argent si vous-même, vous n'êtes pas prêt à risquer le vôtre dans votre projet à l'intérieur de votre société? Donc oui, c'est logique. Mais bon, c'est des cas qui dépassent un peu la logique des SCI, parce que là, on l'évoque dans une logique d'investissement immobilier. On peut imaginer, par exemple, Bernard Arnault, il n'est sans doute pas caution personnelle et solidaire de toutes ces sociétés, alors que pourtant il est associé. Donc tu vois, dans les sociétés, ça peut dépasser le cadre. Et par exemple, avec des clients chefs d'entreprise, ça peut parfois être des sujets un peu tendus, parce que il a une société qui existe depuis 20 ans, qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Monsieur chef d'entreprise a un beau patrimoine, il veut développer son entreprise et investir. On va lui demander une caution personnelle et solidaire de couvrir son nouvel investissement. Il va dire, mais attendez, ma société, vous la connaissez, elle est rentable, je vois pas pourquoi moi je viendrais encore risquer mes biens personnels sur ma société. Oui, mais monsieur chef d'entreprise, si nous on est prêt à risquer notre argent dans votre projet, c'est que vous y croyez suffisamment fort pour que vous soyez prêt à perdre vos billets. Donc tu vois, c'est parfois des sujets qui peuvent dépasser le simple cadre de l'investissement immobilier quand on rentre dans des sujets de financement d'entreprise. Donc voilà, c'est un peu tous les sujets et surtout toutes les possibilités de garantie qu'on pouvait prendre. Il y a une anecdote qui me vient. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, les garanties. Mais t'as eu un client il y a pas longtemps qui a fait la gueule parce que tu lui demandais les bilans de ses sociétés pour faire son prêt tout pété qu'il avait déjà. Enfin, il avait largement les fonds pour. Oui. Ouais, ça aussi, j'ai vu un cas. C'était il y a 15 jours. Ouais. En fait, il y a un client qui a voulu faire un petit prêt de 50 000 euros, sachant qu'il a un gros patrimoine, peut-être un patrimoine net de 4 ou 5 millions d'euros. C'est un big boss de Montpellier, lui. Donc en fait, son prêt de 50 000 euros, il faisait 80% d'apport pour un bien immobilier, donc c'est vraiment une queue de crédit qu'il nous demandait. Donc il n'y avait pas de sujet, c'était certain qu'on allait lui faire le prêt. En revanche, fallait bien quand même monter un dossier et qu'on puisse mettre des trucs à l'intérieur, enfin des documents de solvabilité à l'intérieur, même si on sait qu'il est solvable, faut qu'on prouve qu'on le sait en fait. C'est surtout ça l'enjeu de la question. Ouais. Donc moi je lui ai pas demandé un milliard de papier, je lui ai juste demandé les bilans de ses sociétés. En fait il a pété un plomb, il m'a dit que on lui avait jamais demandé ça et que du coup il ferait pas de prêt. Bon bah très bien, moi ça me fait un dossier en moins à faire, mais j'ai pas compris la logique parce que c'est ce que je lui ai expliqué, c'était pas qu'on n'allait pas lui faire le financement, c'était simplement que même si on lui fait le financement, nous si jamais on est contrôlé par le régulateur, faut quand même qu'on dise qu'on a fait notre boulot et qu'on a vérifié ses revenus, même s'il gagne 10 fois ce qu'il faudrait pour pouvoir faire ce prêt-là. Âge de la personne? 70 ans à peu près. Ouais. Mais en fait, à cet âge-là, ils se rendent pas compte à quel point le monde s'est complexifié et que tout est administratif aujourd'hui, c'est sûr. Boomer quoi. C'est ça. Okay. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur les prêts immobiliers? Moi, il y a deux trucs qu'on n'a pas abordés qui est assez important. Il y a déjà le prêt amortissable et le prêt in fine. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne le savent pas. Quand vous faites un prêt, la logique, vous vous dites oui, je rembourse le prêt tous les mois. Bon, ça c'est le cas majoritaire. Et ce qu'on appelle le prêt amortissable. Mais vous avez un autre type de prêt qu'on va appeler le prêt in fine. Pourquoi on appelle le prêt in fine? C'est que vous allez rembourser le capital. Donc par exemple, vous avez acheté un bien 200 000 euros, vous avez emprunté 200 000 euros. Les 200 000 euros, vous n'allez pas les rembourser un petit peu tous les mois pendant 20 ans, par exemple. Vous allez uniquement rembourser ces 200 000 euros, par exemple, dans 10 ans, parce que vous avez un prêt in fine sur 10 ans. Ça coûte un peu plus cher en termes de taux d'intérêt, parce qu'en général, vous allez avoir une petite majoration. Mais l'avantage, c'est que vous allez rembourser vachement moins tous les mois, parce que vous allez uniquement payer les intérêts. Les PGE, c'était comme ça, non ? Après, tu pouvais redemander à passer en capital amortissable. Oui, les PGE. Non, en fait, les PGE, c'était pas du in fine. Les PGE, ils avaient un différé d'amortissement de 2 ans et après, on les passait en prêt amortissable. C'était ça, les PGE. Bon, là, elle vient de me poser une question de comptabilité. Quand il y a eu le Covid, il y avait eu des prêts spéciaux qui étaient garantis par l'État, qu'on appelait justement prêts garantis par l'État, qui s'appelait PGE. Et c'était ça que Marie vient d'évoquer. Pardon. tu as perdu tout le monde avec les PGE. Ça n'a rien à voir avec les prêts immobiliers. Elle vient de complètement faire de leur sujet sur le podcast. Allez, c'est pas grave. Ça fait une anecdote de plus. Et du coup, effectivement, le prêt in fine, tous les mois, vous ne remboursez que les intérêts. Donc, par contre, ça peut vous coûter très cher parce que là, 4%, si vous payez 4% sur 200 000 euros pendant 10 ans, ça fait quand même très cher par rapport à un prêt amortissable. Par contre, l'avantage, c'est que là, vous avez un gros cash flow tout de suite. Et en général, vous faites ça quand vous savez que dans 10 ans,
le bien que vous avez payé 200 000, vous allez le revendre beaucoup plus que 200 000 euros. C'est plutôt dans ce genre de cas qu'on fait des prêts in fine. Quand on parle du coup du principe de faire de l'immobilier et justement que la force de l'immobilier c'est l'amortissement du prêt et des mensualités, quand c'est in fine ça marche pareil, du coup on considère que là on acquiert à chaque fois c'est pas vraiment ça du coup. Non, justement il n'y a pas d'amortissement du capital, donc non il n'y a pas, mais par contre je sais pas, au lieu que tu rembourses 1 500 euros de prêt tous les mois, tu vas rembourser 400 balles. Ouais, c'est vrai. C'est ça la différence. En fait, tu payeras jamais ton capital, du coup. Si, tu le payeras à la fin et normalement 6 mois avant, tu vendras ton bien. Et tu espères que ton bien, si tu l'as payé 200, tu le revendras 300. C'est un peu ça la logique du prêt in fine. Pour des primo-investisseurs, je le conseille absolument pas. Honnêtement, le prêt in fine il se fait plutôt pour des investisseurs aguerris qui ont des besoins de financement complexes sur certaines opérations. C'est plutôt comme ça que je le vois. D'ailleurs, j'en fais très peu des prêts in fine, y compris pour des clients qui ont des gros patrimoines. Ok. Est-ce que tu as d'autres sujets à aborder? Oui, il y a encore un dernier truc qu'on a. Oui, mais le prêt, le prêt, il y a quand même beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé des différés d'amortissement, justement, parce que là, on a parlé prêt in fine, prêt amortissable. Juste avant, on parlait des PGE. Qu'est-ce que le différé d'amortissement? Et ça, c'est important aussi que vous achetiez une résidence principale ou un investissement locatif, parce que ça, même, j'ai beaucoup d'emprunteurs à chaque fois qui me posent la question, parce que c'est pas toujours très clair et tout le monde ne le sait pas. Le différé d'amortissement, c'est simplement que normalement, vous achetez un bien de 100 000 et le mois d'après, vous commencez à rembourser le prêt. Ça, c'est la logique. Par contre, si ce bien, vous l'avez acheté 200 000, mais que vous avez des travaux et que ces travaux vont durer 6 mois, vous pouvez avoir un différé pendant 6 mois ou pendant 6 mois, vous allez payer que les intérêts. Donc, vous serez comme un prêt in fine pendant 6 mois et à partir du 7e mois, vous commencez à rembourser le capital. En fait, ça compense le fait que, par exemple, tu ne le mettes pas à louer de suite. Exactement, que tu n'as pas de revenu. Parce que la plupart du temps, si tu investis, tu dis que tu vas avoir un revenu, mais tu peux pas commencer à rembourser le prêt si tu n'as pas de revenu. Sachant que ça, c'est une option. La banque peut vous le proposer, vous pouvez le demander. La banque peut vous le refuser. En général, elle vous le donne parce qu'elle sait que ça va vous mettre un peu en difficulté. Et vous, si vous ne voulez pas, vous pouvez commencer à amortir immédiatement. Mais moi, je vous conseillerais plutôt d'aller chercher le plus gros différé possible. Nous, on n'a jamais eu 3 ans, je crois. Non, et effectivement, c'est un peu si vous voulez, chez les investisseurs, il y a le Saint Graal du 110% et du 3 ans de différé. C'est marrant parce que pourtant, je suis banquier, je ne l'ai jamais vu. Et nous-mêmes, en tant qu'investisseurs, et pourtant on a fait une dizaine d'opérations, on a eu un 110%, notre résidence principale. Ah oui, bon. On a eu du 2 ans de différé. 2 ans, ouais. Mais on n'a jamais eu du 110% sur un investissement locatif avec 3 ans de différé. Bon, j'imagine bien qu'il y a des banques qui l'ont fait, mais vous pouvez très bien faire des très beaux coups dans l'immobilier sans être dans ce cas-là. Tu me fais penser du coup, parce qu'on parle quand même de quitter le boomer dream, etc. J'avais déjà fait un post sur Insta sur comment retirer l'argent au SCI. Je pense à ça surtout. Mais comment est-ce qu'on peut justement dégager un maximum de trésorerie grâce au prêt? C'est justement avec le différé, parce que mais pas dans le cadre de travaux. Si par exemple on n'a pas de travaux, il y a des options qui existent, souplesse. Ah oui, effectivement, tu fais bien de m'en parler parce que je pense que j'aurais zappé. Voilà, je suis là. C'est bien. Vous voyez, pourtant elle est pas banquière, elle connaît mon métier aussi bien que moi. Du coup, les options souplesse, ça effectivement personne ne le sait, alors que je pense que 90% des prêts en France en ont. C'est ce qu'on appelle les options souplesse. En fait, quand vous faites un prêt, vous avez des options qui sont prévues. En fait, les banques encouragent entre guillemets les emprunteurs à le faire. C'est pour ça qu'elles les mettent dans les conditions générales des prêts. Les conseils bancaires n'en parlent jamais parce que ça leur fait de l'administratif en plus. Mais sachez que ça ne coûte quasiment rien. Je crois que vous avez des frais de dossier de 30 € quand vous les utilisez. C'est simplement que quand vous avez un prêt, la plupart du temps, les banques vont vous demander que vous l'ayez amorti pendant 2 ans. Et une fois que vous l'avez amorti pendant 2 ans, vous pouvez utiliser ces options. La plupart du temps, ça va être des options de modulation, de suspension d'échéance. Donc par exemple, pendant 6 mois, vous ne remboursez pas votre prêt. On paye des intérêts quand même ou pas? Oui, mais au bout de 6 mois. Ou alors, pendant 1 an, vous payez demi-échéance. Donc au lieu de payer 1 500 € de prêt par mois, vous payez 750 par exemple. Ou alors, en termes de modulation, vous pouvez augmenter votre prêt à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand vous avez le projet de quitter le boomer dream et de quitter votre job, vous avez besoin du plus grand cash flow possible. Et utiliser justement l'option souplesse pour baisser le montant de votre mensualité, ça vous permet d'augmenter votre cash flow. Donc ça déjà, c'est une première solution. Ça va
alourdir un petit peu le coût de votre prêt parce qu'en fait la modulation va s'associer d'un rallongement de votre prêt de 12 ou 36 mois ou de 12, 24 ou 36 mois en fonction de ce que votre banque vous permet de faire. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. Ça peut être utile aussi, par exemple, prenons des gens comme nous, on a un bien en tant que RP, on souhaiterait en acheter un deuxième. Et le temps qu'on vende celui-là et qu'on bascule dans l'autre, on peut faire ça pour du coup avoir les deux, et éviter de partir dans un appartement et de revenir après dans la nouvelle maison. Exactement. Fantasme sur la maison. Ou alors on peut faire aussi des pré-relais. J'en parlerai un peu juste après du pré-relais. Mais pour finir sur les modulations, vous pouvez les moduler à la hausse et ça peut être assez intéressant aussi parce que si par exemple vous arrivez proche de la fin d'un crédit, vous vous dites bon, mais il me reste 4 ans de crédit, ça serait peut-être mieux si je le finis en 3, et vous pouvez moduler à la hausse vos échéances. Par exemple, si c'est un très vieux crédit que vous avez et qu'il vous reste pas grand chose dessus, ça peut être une solution plutôt que faire un remboursement anticipé. Ah bah je vais te poser la question parce que le remboursement anticipé ça coûte 1,5 rein. Du coup, vaut mieux faire ça et diminuer. Vaut mieux faire ça. Parce que dans le remboursement anticipé, effectivement, vous allez payer des indemnités de remboursement anticipé. C'est des indemnités que vous met la banque pour, en fait, vous, entre guillemets, vous punir du fait que vous n'avez pas respecté la longueur du prêt que vous avez remboursé avant. Et utiliser les modulations à la hausse, c'est une autre solution. Petite question, quand on a un prêt avec un taux qui nous plaît bien. Oui. Et qu'on veut vendre ce bien-là, mais garder le prêt. Est-ce que c'est possible ou pas ? En théorie, non. Ah, bon. Dans tous les contrats de prêt, il y a une clause qui oblige l'emprunteur à rembourser le prêt s'il vend le bien. Maintenant, la réalité du terrain, c'est qu'en fait, la banque ne peut savoir que vous vendez votre bien si vous avez une hypothèque chez notaire, parce que là, le notaire sera obligé de lever l'hypothèque et donc de rembourser la banque quand vous allez vendre votre bien. Ou si forcément vous avez les fonds qui arrivent sur le compte sur votre compte dans cette banque-là, elle peut le savoir. Mais si par exemple vous avez en garantie, on peut imaginer un nantissement ou simplement vous avez en garantie un organisme de cautionnement, en théorie, si vous faites venir l'argent sur le compte d'une autre banque, la banque peut ne pas le savoir. Mais il faut savoir que contractuellement, c'est pas illégal parce que la loi ne le dit pas. Par contre, ça va à l'encontre des règles contractuelles qui sont faites. Donc là, la banque peut demander la déchéance du terme et vous obliger à rembourser tout de suite. Donc voilà, c'est la seule solution. Sinon, garder son prêt pour acheter un autre bien, là encore, en théorie, c'est possible, mais les banques n'aiment pas ça. Elles préfèrent que vous remboursiez votre prêt pour en faire un nouveau. Surtout que là, vous avez des taux à 1, la banque, elle préfère que vous remboursiez votre taux à 1 pour faire un taux à 4. C'est un peu son jeu aussi, et c'est comme ça qu'elle fait son beurre, quoi. Okay. On a parlé rapidement des pré-relais. Le pré-relais, c'est simplement là, c'est quand une question de résidence principale. Vous êtes par exemple propriétaire d'une maison, vous voulez acheter une deuxième maison et forcément pour le déménagement, vous allez d'abord acheter la deuxième maison puis vendre la première et vous allez devoir faire un pré-relais entre les deux. C'est assez technique, les banques aiment pas ça coûte très cher quand même, surtout là avec des taux à 4%, parce qu'en fait vous vous retrouvez à avoir emprunté l'argent de 2 prêts en même temps. Donc là en ce moment on n'en fait quasiment plus, mais ça peut être une solution, mais uniquement dans le cadre des résidences principales. Okay. Il y a peut-être un dernier point qu'on n'a pas vu, c'est sur la durée des prêts. Un petit conseil là-dessus. Maximum 25 ans. Oui, mais pas de savoir. Effectivement, si on est jeune, prenez toujours la durée la plus longue possible. Ça va être la plupart du temps 20 ou 25 ans. Sur ton premier bien, Julien, combien as-tu emprunté ? Ne faites pas sur moi. Moi, j'avais emprunté le premier bien immobilier qu'on a acheté. On a fait un prêt sur 8 ans. Grosse folle. Ouais, alors ça avait aucun sens. En fait, on avait un cash flow qui était légèrement négatif. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a fait ce prêt-là en 2018. Oui. Donc on est déjà plus qu'à 2 ans, plus de 2 ans de la fin. Ça a des avantages aussi. C'est pour ça que si maintenant vous avez peut-être un certain âge, si vous commencez par exemple, vous avez 50 ans, vous allez prendre votre retraite à 65, c'est peut-être plus intéressant de faire des prêts sur 15. Après, ce bien-là aussi, il est noyé dans une SCI qui crache énormément d'argent. Oui, donc en fait, on ne le sent pas. Ça couvre, pour revenir sur l'anecdote perso. Ouais. Mais voilà, sachez que la durée des prêts, c'est vraiment comme vous voulez et ça dépend de vos intérêts. Pareil, ça dépend aussi du montant de l'apport que vous faites parce qu'effectivement, si vous empruntez sur 10 ans à 100%, ça va vous faire des très grosses mensualités. Maintenant, si vous faites 50% d'apport et que vous empruntez sur 10 ans, c'est comme si vous empruntiez 100% sur 20 ans en termes d'échéance tous les mois. Mais à la différence que votre prêt est payé dans 10 ans. Et gardez quand même à l'esprit que plus vous empruntez sur le long terme, plus en termes d'intérêt ça coûte très cher. C'est-à-dire que c'est exponentiel dans le sens où entre emprunter sur 10 ans et emprunter sur 20 ans, si vous empruntez sur 20 ans, vous serez à peu près, vous payerez 3 fois plus d'intérêt que si vous empruntez sur 10 ans.
Donc ça, c'est quand même aussi à garder à l'esprit, c'est que vous aurez plus enrichi la banque et que ça vous aura quand même coûté un peu plus cher. C'était les derniers conseils que j'avais à donner sur la durée d'emprunt. Je sais pas s'il y a encore des sujets qu'on n'a pas abordés. Non, moi ça fait déjà 3 questions que je me dis qu'on a fini non. Bon, on vous remercie en tout cas. Oui. Je pense qu'on vous a donné quand même des bons conseils, en tout cas pour bien savoir comment fonctionne une banque, en tout cas sur l'approche en termes de prêt, de bien comprendre comment elle fixe ses normes, comment vous pouvez un petit peu jouer avec et comment il faut bien savoir que c'est pas parce qu'une banque vous dit non que vous allez avoir la même réponse chez toutes les banques. De savoir un petit peu aussi toutes ces petites choses, le différé, les durées des prêts, l'anticipation, les prêts in fine, les prêts à taux fixe, taux variable. Ça aussi je pense que c'est des sujets qui sont pas souvent abordés et là je trouve que ça intéresse vraiment monsieur tout le monde. Là pour le coup on est même si vous voulez juste acheter votre RP, c'est quand même bien de savoir. C'est bien de le savoir, même si vous n'êtes pas du tout immobilier, même si vous voulez rester que dans la sphère financière, jamais faire de l'immobilier, etc. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à savoir parce que ça rejoint un petit peu l'économie. Et que quand on avait fait l'épisode sur l'éducation financière, et toi t'avais notamment parlé de l'apprendre à l'école, tu vois, c'est con, mais je pense que savoir ça au minimum, bon peut-être pas l'apprendre à l'école, mais l'apprendre dans les études supérieures, ces notions de prêt à taux fixe, prêt à taux variable, différé, etc. Je pense que ça serait assez intéressant, et sachant que même les étudiants en cursus économique ne l'apprennent pas en fait, vous l'apprenez sur le terrain, c'est ça la réalité. Mais c'est pour ça que je pense que c'est assez important de le savoir. Ouais. On arrive sur la fin ? Oui. Parfait. Bon, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si c'est pas déjà fait et à vous abonner sur les plateformes et sur notre Instagram. Et je vous dis à bientôt.